La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Les collectivités locales ont besoin de ressources financières pour être au même diapason de développement que le pays en général. Mais les communes devront maîtriser la gestion budgétaire et des documents sont élaborés à cet effet à découvrir dans ce journal. Et puis pour booster l'agriculture, véritable secteur porteur, le gouvernement mise sur la carte de fertilité des sols. Elle devra améliorer considérablement la production agricole. Comment cela est-il possible? Vous découvrirez justement cette carte de fertilité des sols dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Suivant professeur Akoda Ayiwadan, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement pour le communiqué ayant sanctionné les travaux de ce conseil. Compte rendu du Conseil des ministres du 18 novembre 2020. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour sous la présidence de son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 3 projets de décret et écouté 3 communications. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné en première lecture l'avant-projet de loi sur la protection et la mise en valeur du littoral en vue d'adapter les règles de gestion de l'environnement aux évolutions en matière de gouvernance des territoires littoraux, puis protéger et valoriser le littoral par l'adoption d'un schéma directeur d'aménagement du littoral. Plus concrètement, le projet de texte vise à mettre en valeur le potentiel économique de notre littoral dans le respect des règles de développement durable. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné un projet de décret portant attribution, composition et fonctionnement des commissions d'enquête préalables de Komodo et Inkomodo. Il s'agit d'un texte d'application du Code foncier domanial adopté le 14 juin 2018 qui permet d'apporter des réponses concrètes aux aspirations des populations, notamment en matière de développement foncier. L'enquête de Komodo et Inkomodo vise à évaluer les impacts d'une opération d'intérêt général, notamment en ce qui concerne les projets des opérateurs économiques, les expropriations pour cause d'utilité publique, les lotissements engagés par l'État ou même des opérations de classement et de déclassement du domaine de l'État et des collectivités territoriales. Cette enquête qui a pour but de recueillir toute information, réclamation et observation des populations et institutions relativement à l'opération d'intérêt général envisagée, est menée dans le strict respect des règles de développement durable là aussi. Cette enquête vise également à recueillir et à prendre en compte les souhaits et besoins des opérateurs économiques qui envisagent mener des opérations de développement économique dans le cadre des ambitions de la feuille de route gouvernementale. Le second projet de décret, examiné par le Conseil, porte sur l'approbation de la politique nationale de la sécurité routière. Ce projet vise à renforcer la sécurité routière en réduisant les accidents et la mortalité liée à ceux-ci d'au moins 50%. Son adoption fait suite à une communication présentée lors du précédent Conseil des ministres. C'est une politique qui est construite sur 5 piliers. Et autour de ces piliers, il va être élaboré un plan d'action prioritaire d'un coût estimatif de 3,14 milliards sur une période de 2 ans, représentant
la phase d'urgence. Le troisième décret examiné porte sur les règles applicables aux livres fonciers et aux registres sous forme électronique. Il s'agit d'un projet en cohérence avec l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale relatif à la modernisation des structures étatiques, et ce projet concourt à l'amélioration du climat des affaires. Il s'agit précisément d'un système automatisé de données numériques destiné à l'immatriculation des immeubles, à la publicité des droits réels et à la communication de l'information juridique sur les 10 immeubles. Le texte permet notamment d'instaurer une nouvelle forme de la gouvernance foncière et de contribuer à la maîtrise de la problématique de gestion du patrimoine foncier national. De plus, l'adoption du décret favorise la transparence, facilite l'accès à l'information juridique sur les immeubles immatriculés par les personnes habilitées, permet un accroissement de la capacité de traitement des demandes de création de titres fonciers et de formalités foncières. Enfin, ce texte contribue à la réduction des coûts de formalités foncières, à la célérité des transactions immobilières en rendant disponibles de manière dématérialisée les informations permettant la production de titres fonciers. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative aux travaux d'infrastructure en cours de réalisation dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie au coronavirus, présentée par la ministre des Travaux publics. Il s'agit de travaux d'infrastructure qui concernent la construction de 9 centres de santé dans toutes les 5 régions de notre pays. De même, les travaux de renforcement du centre hospitalier régional de Lomé commune, dédié à la prise en charge des malades de la Covid-19 dans le Grand Lomé, se poursuivent. Le Conseil a écouté une deuxième communication relative à la première édition du mois du consommé local, communication présentée par M. le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, mois du consommé local tenu du 1er au 31 octobre 2020 à Lomé et dans les 5 régions économiques du Togo. L'objectif de cet événement est d'intensifier la promotion de la consommation des produits locaux afin de stimuler la croissance en suscitant l'intérêt de nos compatriotes pour l'utilisation des dits produits. Cette initiative vise à dynamiser le tissu économique local afin de créer des emplois pour les Togolais, conformément à l'axe 2 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Il s'agit là aussi d'équilibrer la balance commerciale et au concret d'importer moins et de produire plus pour le marché local et l'exportation. Le Conseil a donc instruit le ministre pour une accélération du processus d'adoption de la stratégie nationale de promotion de la consommation locale et la mise en œuvre de son plan d'action. Le Conseil a écouté une troisième communication relative à l'état de mise en œuvre du projet d'élaboration de la carte de fertilité des sols agricoles du Togo. Communication présentée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Le sol étant le soubassement de toute production agricole, une bonne connaissance de son état de fertilité et la disponibilité des informations de qualité sur les caractéristiques sont déterminants. Ceci pour assurer une amélioration des rendements et la productivité agricole. Pour ce faire, le gouvernement s'est engagé dès 2016 dans un processus d'élaboration de la carte de fertilité des sols agricoles. À ce jour, 1 972 400 hectares de terres sont analysés, ce qui équivaut à 55% de la superficie agricole nationale, dont 1 192 000 hectares sont désormais cartographiés, représentant autour de 33,18% des terres agricoles nationales.
Il s'agit d'informations qui sont désormais disponibles sur une plateforme digitale www.fertitogo.tg. C'est une plateforme qui permet aux agriculteurs de connaître les caractéristiques du sol afin d'adapter le type de culture et des engrais spécifiques qui conviennent. La réalisation complète de la carte de fertilité des sols permettra non seulement d'améliorer les rendements et la productivité des cultures végétales, mais aussi et surtout réaliser par zone une carte de culture conformément à l'axe 2 de la feuille de route du gouvernement pour la mise en œuvre du plan Togo 2025. Au titre des divers, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, a rendu compte au Conseil des ministres de la prochaine tenue des consultations germano-togolaises. Ces consultations se tiendront à Lomé du 23 au 24 novembre. Le gouvernement, afin de renforcer l'impact de la coopération entre les deux pays, souhaite un recentrage de cette coopération autour des thématiques clés en lien avec la feuille de route gouvernementale. Le ministre d'État chargé de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires a rendu compte au Conseil de la mise en place de la fêtière des communes du Togo. Cette association vient en remplacement de l'Union des communes du Togo, dissoute de fait par la mise en place du processus de décentralisation. Cette association est dotée d'un bureau composé de 1 président et de 5 vice-présidents à raison de 1 par région, y compris le Grand Lomé. Fait à Lomé le 18 novembre 2020, le Conseil des ministres. Et après le communiqué, le ministre Aïwadan s'est prêté à l'exercice de questions-réponses. Je vous propose sa réponse justement à la question de la gestion intégrée des zones côtières dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques. La gestion intégrée fait appel au dialogue entre les hommes et les institutions. Le littoral, je le disais tout à l'heure, appartient autant aux locaux qu'aux nationaux. Et aujourd'hui, il ne m'est pas possible d'arriver à Agbodrafort, par exemple, et de commencer à m'installer sans passer un coup de fil au maire de la localité. Gérer le littoral de façon intégrée impose également de ne pas occulter un certain nombre de règles liées au développement durable. Donc ce sont toutes ces considérations-là qui ont pour socle le littoral, qui finalement nous emmènent vers cette gestion intégrée qui doit prendre en considération le local, je le dis encore, le national, les compétences qui sont décentralisées et les compétences qui sont nationales. Et vous suivrez l'intégralité de cette conférence de presse qui a suivi donc le communiqué en sanctionné le Conseil des ministres. Vous suivrez donc l'intégralité de cette conférence de presse à la fin de cette édition. Et toujours à la présidence de la République, ce jour, le chef de l'État Forest Zimna Zingbe a reçu en audience l'ambassadeur du Gabon au Togo, Saïd Abeloko. Le diplomate gabonais est allé transmettre un message du président gabonais Ali Bongo Dimba à son homologue togolais. Nous écoutons le diplomate gabonais Saïd Abeloko au micro de Gérard Lagoudou. J'ai eu l'honneur ce matin d'être reçu en audience par le président de la République togolaise qui a bien voulu recevoir le message confidentiel de son homologue, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État du Gabon. Donc nos discussions ont tourné autour de la révision du cadre de coopération. Donc ce qu'il faut savoir que ce cadre de coopération qui a été signé en 1975 est en cours de rélecture et de révision par les deux parties, aussi bien la partie togolaise que la partie gabonaise. À l'heure où nous parlons, nous avons terminé tout le travail avec la partie togolaise qui a transmis les avant-projets de texte à la partie gabonaise. Donc c'est une révision qui va en bon train. Donc ce cadre de coopération va permettre de redynamiser les accords
économique qu'il y a entre nos deux États, surtout mettre notre coopération bilatérale au niveau des relations fraternelles que entretiennent les deux chefs d'État. Le président de la République était très satisfait du travail que nous avons initié avec les autorités togolaises et gabonaises. Le président de la République est impatient de voir tenir la grande commission mixte paritaire qui va donc sanctionner la mise en effet de nouveaux accords de coopération entre ces deux pays. Donc c'est pour nous une diligence à mettre en place entre les deux services pour avoir un projet de programme pour la tenue de cette grande commission mixte que nous attendons à Libreville depuis plus de 32 ans. La question a été évoquée ce mercredi en Conseil des ministres. Il s'agit donc de la carte de fertilité des sols. C'est depuis 2016 que le processus d'élaboration de cette carte de fertilité des sols agricoles du Togo a démarré. L'initiative vient du gouvernement, soucieux d'améliorer les rendements des producteurs et du coup leurs revenus. La réalisation de la carte a été confiée à l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. Dans le sujet qui va suivre, je vous propose d'aller à la découverte de cette carte de fertilité des sols du Togo. Que contient-elle réellement? Quelle est son importance pour l'agriculture togolaise et comment la voir? Les éléments de réponse dans le dossier réalisé par Chazna Baga. Voici à quoi ressemble la carte de fertilité des sols agricoles du Togo pour la région des savanes. Il s'agit d'un ensemble de 4 cartes thématiques qui présentent les résultats de l'analyse des sols arables, notamment la teneur en potassium et en phosphore, le taux de matière organique puis le degré d'acidité. Le potassium, c'est l'élément qui permet à la plante, dès le bas âge, d'avoir une vigueur pour pouvoir plus tard produire. Et donc, les études, les analyses réalisées dans la zone des savanes ont révélé que le potassium était insuffisant, fortement insuffisant. C'est la même chose pour le phosphore assimilable et également pour la matière organique. Le pH, c'est la valeur qui indique le niveau d'acidité du sol. On a constaté que la plupart des sols ici sont acides. Donc un sol acide veut dire que ce sol n'a pas la capacité de retenir les éléments nutritifs pour le besoin de la plante. Si vous avez un sol qui est acide, vous pouvez amener des tonnes d'engrais. Les engrais là seront lessivés. Donc vous mettez la plante ne peut pas. C'est comme si vous versez de l'eau dans un panier. Voilà qui explique la faible productivité agricole dans la région. Une fois le mal identifié et connu, quelle stratégie pour y remédier, ceci afin de booster la productivité chez les paysans? Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de compléter les éléments insuffisants dans le sol, compléter pour remettre le sol à son niveau normal et augmenter pour que la plante utilise ces éléments-là pour sa croissance. Donc, il y a le redressement du sol et l'entretien qu'il faut pour que nous puissions produire durablement. Donc, on ne va plus produire et fatiguer le sol, mais on produit et on maintient le sol. Ça, c'est l'objectif de ce travail-là. Et donc, une fois que les gens utilisent de la matière organique, notamment le compost ou des déjections des animaux, c'est un support parce que les engrais chimiques, ils ont besoin d'être soutenus, d'être supportés par quelque chose avant que la plante ne les utilise. Et donc, en apportant ces éléments, on favorise la croissance de la plante et aussi on favorise l'humidité du sol. La particularité de la carte de fertilité des sols agricoles est qu'elle est conçue pour servir d'outil de planification et d'aide à la production. L'idée est de permettre aux agriculteurs d'améliorer leurs revenus. C'est dans cette optique qu'elle est assortie de recommandations pour orienter les producteurs vers les filières à forte demande. Au niveau de la région des savanes, nous avons fait des recommandations pour 9 cultures. Le maïs, le sorgho, le riz, le soja, le sésame, l'arachide, le cotonnier, que nous ne citons que celle-là. Ça veut dire que les producteurs peuvent cultiver à haute intensité maintenant et gagner suffisamment de l'argent. Le chef de l'État a dit que cette année, on voudrait que le paysan puisse doubler son revenu. Donc doubler son revenu veut dire qu'il doit doubler son rendement. Et donc pour doubler le rendement, connaissant les recommandations,
connaissant les itinéraires techniques et l'identité de son sol, la charge lui revient maintenant de réunir tous ces éléments-là avec l'accompagnement des services d'encadrement pour augmenter son rendement. Et s'il augmente le rendement, toute chose est réunie pour qu'il ait suffisamment de l'argent pour s'occuper des besoins de sa famille et de lui-même. Toutes ces informations sont accessibles et ce, gratuitement sur la plateforme de la carte de fertilité des sols agricoles du Togo sous forme électronique à l'adresse www.fertitogo.tg. Lorsque vous avez une connexion Internet et vous allez sur un modèle de recherche, vous tapez www.fertitogo.tg et donc vous avez la page qui vous donne des informations sur la disponibilité de ces éléments et vous allez sur l'onglet conseiller. Cela vous permet de voir pour votre zone et pour une culture donnée quelle est la quantité des éléments que vous devez apporter et pour espérer une production normale. Au-delà de l'information utilisable sous forme numérique, il faudrait que les encadreurs qui sont plus proches des producteurs puissent passer dans leur organisation et les expliquer à fond comment est-ce qu'on peut utiliser ces résultats pour pouvoir augmenter la production au plan national. La carte de fertilité des sols agricoles du Togo est toujours en cours de réalisation suivant une approche régionale. Pour le moment, les données sont disponibles pour les régions des savanes de la Kara et centrale. L'initiative émane du gouvernement togolais suite à la crise alimentaire de 2008. Elle bénéficie de l'accompagnement de la Fondation OCP, l'Université Mohamed VI Polytechnique du Maroc et la FAO. Elle est exécutée par l'Institut togolais de recherche agronomique, ITRA. Et parlons toujours d'agriculture, mais d'agriculture intelligente cette fois. Il s'agit d'une sorte d'agriculture qui permet la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle met en œuvre des techniques qui sont de bonnes pratiques agricoles qui permettent au sol de garder sa fertilité et de là, c'est la productivité agricole donc qui est ainsi boostée. Clarisse Atikle nous amène ce soir à la découverte justement de cette agriculture intelligente. Regardez. Les changements climatiques constituent de plus en plus une menace réelle pour l'agriculture. Le secteur primaire demeure en effet tributaire des effets pervers des changements climatiques. Augmentation significative et continue des températures, vagues de chaleur, inondations et sécheresses en sont quelques conséquences, d'où la nécessité d'engager des actions pour la résilience des communautés rurales les plus durement touchées. C'est là qu'intervient la notion d'agriculture climato-intelligente qui se veut durable et caractérisée surtout par l'adaptation aux impacts néfastes du climat à travers l'adoption de bonnes pratiques agricoles. Par exemple, des aménagements de cordons de pierre pour réduire la vitesse de l'eau, augmenter l'infiltration. Vous avez des aménagements avec des bandes enherbées qui permettent également l'infiltration de l'eau. Vous avez la construction des ailes, c'est-à-dire des petits trous dans lesquels on sème et qui permettent également de réduire le ruissellement et augmenter l'infiltration. Et vous avez une panoplie de pratiques combinées les unes aux autres. Et on citera par exemple une bonne gestion de la matière organique. Ça veut dire si vous faites du compostage et vous l'utilisez par exemple pour améliorer la fertilité des terres. Et vous avez également les bonnes pratiques de gestion des pesticides, l'utilisation de tout ce qui est biologique pour combattre les nuisibles. Donc il y a une panoplie de bonnes pratiques qui sont actuellement promues dans la région. L'adoption de bonnes pratiques agricoles dans le cadre de l'agriculture intelligente permet de réduire l'émission des gaz à effet de serre conformément aux engagements pris par les pays à la COP21 à Paris. Ainsi, l'Afrique de l'Ouest a opté pour l'agriculture intelligente face au climat pour assurer la sécurité alimentaire au peuple de la région dans le contexte des changements climatiques où l'agriculture est mise à rude épreuve. Notre vision pour l'Afrique de l'Ouest, c'est d'amener progressivement l'Afrique de l'Ouest à être d'abord autosuffisant. Il faut que, de façon globale, nous soyons capables de nourrir nos populations à partir de nos propres productions de patates, de manioc, d'igname, de riz, de maïs, de mil. Tout ceci mis ensemble
en collaboration et en partenariat, non seulement avec les agriculteurs, les éleveurs organisés dans les villages et travaillant en symbiose, mais également avec la participation du secteur privé dans nos pays, qui doit pouvoir s'impliquer dans ces opérations. On pourra espérer améliorer par exemple l'économie des ménages. On pourra réduire les différents effets néfastes des changements climatiques dans les milieux ruraux, par exemple. On pourra espérer également l'augmentation de la production de la plupart des spéculations agricoles. Les gouvernants africains espèrent donc, au travers de l'agriculture intelligente, faire face au climat pour ainsi assurer une autosuffisance alimentaire à la région à l'horizon 2030. 1400 nouveaux volontaires de compétences de la 16e vague ont prêté serment hier à Lomé. C'est un geste symbolique qui les renvoie désormais à leur mission première, celle d'œuvrer au développement et au bien-être des communautés à la base. Le compte rendu de la cérémonie avec Islam Deguenou et Sonia Aminiko. Devant Dieu et devant la nation, les 1400 volontaires nationaux de compétences de la 16e vague s'engagent ici à se mettre au service du bien-être collectif. Un acte symbolique qui marque le début d'une mission qui va durer 2 ans. Parmi la 16e vague, 720 volontaires vont être déployés dans le secteur de l'éducation. Je vais participer dans le domaine de l'éducation pour enseigner l'allemand. Je suis prêt à œuvrer pour le développement de la nation et je suis prêt à aller partout où besoin sera. C'est depuis 2011 que cette aventure a démarré avec pour objectif de permettre aux nouveaux primo-demandeurs d'emploi d'acquérir leurs premières compétences professionnelles. L'Agence nationale de volontariat au Togo est visiblement satisfaite du chemin parcouru. C'est une satisfaction parce que la majorité d'entre eux ont contribué énormément dans les différents secteurs et dans la tête des différents objectifs de développement du pays. Et on s'en félicite pour cela. Pour l'année 2020, les volontaires ont contribué à la lutte contre cette pandémie et c'est près de 8 millions de personnes qui ont été sensibilisées. C'est un programme qui est en forme, un programme qui contribue énormément au développement du pays. Le ministre en charge de l'emploi des jeunes, après avoir salué et encouragé les volontaires nationaux de compétences pour leur engagement aux côtés des communautés à la base, surtout en cette période de Covid-19, a convié les uns et les autres à faire preuve de professionnalisme et d'humilité sur le terrain. Dans un contexte mondial marqué actuellement par la crise sanitaire due au coronavirus et par des changements constants, il est vraiment important de reconnaître le travail titanesque qu'ont abattu les volontaires nationaux togolais dans la gestion de la crise au Togo. Chers nouveaux volontaires, je vous invite à prendre conscience de l'importance de votre mission et à donner le meilleur de vous-même en toute situation. Soyez ouverts à l'apprentissage. Faites preuve d'humilité, de professionnalisme, comme vos frères et sœurs des cohortes précédentes. Gardez à l'esprit que l'impact de vos actions sur une seule personne peut être bénéfique à toute une communauté. Vous êtes aujourd'hui devenu le symbole de l'espoir au Togo. La 16e vague porte à 39 628 le nombre de volontaires nationaux sur le terrain depuis 2011. Ils sont des sociologues, agents de promotion sociale, professionnels de santé, animateurs, cadres supérieurs de développement, agronomes, communicants et enseignants. Le ministre en charge des Transports était en tournée hier dans les gares routières de Lomé. Il est allé découvrir les conditions de travail des transporteurs routiers, leurs besoins urgents et les actions à mener pour améliorer justement ces conditions de travail et de la professionnaliser davantage le secteur. Les détails dans ce reportage signé Dodo Waré. On estime à environ 3000 le nombre de transporteurs routiers au Togo, un secteur clé de l'économie que le ministre en charge du transport ne veut pas laisser pour compte. Il était dans les départements de l'UNATROT, Union nationale des transporteurs routiers du Togo, pour voir de plus près les réalités sur le terrain et la collaboration entre le Togo et les représentations des pays du Sahel. Nous sommes très heureux
d'avoir accueilli pour une première fois notre ministre de tutelle à nos sièges pour voir d'abord comment nous fonctionnons et les difficultés que nous traversons dans la gestion de façon globale et des camions et du fret. Comment insuffler une nouvelle dynamique au secteur et mener des actions pour le bon fonctionnement des gares routières? Le sujet a retenu l'attention de tous. On a échangé avec lui, on lui a transmis beaucoup de doléances. Au parc automobile de Togolekopé, encore appelé Terminal du Sahel, la demande est au-delà de 2000 véhicules gros porteurs alors qu'il avait été construit pour en accueillir que 500. À cela s'ajoutent d'autres difficultés. Le ministre en charge du transport a pu toucher du doigt les réalités des transporteurs. Nous avons vu comment ils travaillent et quelles est, disons, les relations avec le Mali, le Niger et le Burkina. Ils ont soulevé les problèmes qu'ils rencontrent. Ils nous ont soumis un certain nombre de doléances. Nous avons pris acte. L'occasion s'y prête pour exhorter à la prudence et au respect des mesures d'hygiène contre le coronavirus. Bravo. Plus de 100 cas de contamination rien que cette semaine avec malheureusement 5 décès. La majorité des cas positifs se trouvent à Lomé et tous les quartiers sont touchés. Et un nouveau foyer de contamination vient d'être identifié à l'intérieur du pays. Ce sont là quelques informations portées à la connaissance des journalistes à la conférence de presse de la coordination de riposte ce mercredi. Les détails avec Dodo Haré. 164 cas positifs au Covid-19 cette semaine. Des anciens foyers de contamination s'éteignent, de nouveaux sont détectés dans la Kéran. 90% des contaminations sont à Lomé. La situation devient préoccupante selon le coordonnateur de la riposte. Des mesures restrictives pourront être prises surtout avec les fêtes de fin d'année. Nous ne voulons pas sortir des fêtes avec un grand nombre de cas, ce qui amène à revoir un respect scrupuleux au niveau des bars, au niveau des restaurants, et puis des dancing qui ne sont pas normalement autorisés. Il y a une augmentation des cas beaucoup plus à Lomé. Les districts de Golfe et de Agoïvé sont atteints, mais à des degrés différents. Mais nous avons noté quelques foyers à l'intérieur du pays. En une semaine, nous avons eu 25 cas dans la Kéran. Mais rapidement, ce foyer est en train d'être éteint. Nous avons eu aussi le foyer de Ouassem dans le Yoto. Actuellement, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre et Ouassem rouvre aujourd'hui avec tout le respect des mesures barrières et de toutes les conditions que nous leur avons demandées. Plus de 200 guéris cette semaine grâce au professionnalisme du personnel de santé. Des mesures d'accompagnement ont été prises pour accompagner le travail ardu qu'abat le corps médical. Il y a eu certaines mesures qui ont été prises en faveur de ce personnel, notamment l'assurance vie. Cette assurance qui permet de couvrir à la fois le personnel de santé en matière de contagion, même jusqu'au décès. Aussi, il y a eu une promesse de formation, ça a commencé. Il y a aussi le matériel de protection individuelle. Tout le personnel de santé dans le public va avoir une prime ponctuelle, c'est 50 000 francs par agent. Et les hôpitaux publics et confectionnels en bénéficient. La situation est suivie de près dans les écoles, les lieux de culte et dans tous les secteurs qui reprennent progressivement les activités. Le coordonnateur exhorte au respect rigoureux des règles d'hygiène en vigueur pour que les cas de contamination ne dépassent pas les capacités du Togo. Et à ce jour du mercredi 18 novembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 se présente comme suit au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 2752, 30 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 2058. 52 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 631 et le nombre de décès s'élève à 63. On enregistre un nouveau décès depuis hier. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa.
Départ ce mercredi matin d'un contingent togolais de 140 éléments pour le Mali. Ils vont donc relever leurs collègues des unités de police constituées à Sévaré et de Ménaka en poste depuis un an. Ils seront donc chargés de la sécurité des biens et des personnes dans ces zones sur le sol malien dans le cadre de la stabilisation et de maintien de la paix. Ils ont été salués à leur départ donc ce jour à Lomé par le colonel Baragou Bamana, représentant le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile. Et nous vous proposerons dans nos prochaines éditions également les images de l'arrivée du contingent revenu donc au pays, le contingent qui a été relevé par celui qui a pris son vol aujourd'hui direction le Mali. Suivez à présent la conférence de presse tenue ce mercredi à la présidence de la République à l'issue du Conseil des ministres. Et c'est le professeur Akoda Ayewadan, ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, qui répondait aux questions des journalistes ce jour. Canal FM. Je suis Alphonse Ken de Radio Canal FM. Dès l'année prochaine, normalement, il était annoncé qu'un projet dénommé WACA doit permettre justement de sauver le littoral. Monsieur le ministre, où est-ce qu'on en est avec ce projet? Très bien, je vous remercie pour votre interrogation. Alors, je voudrais d'abord préciser que l'avant-projet de loi est passé en première lecture. Alors, techniquement, cela voudrait dire que le Conseil des ministres a examiné l'avant-projet et qu'il y a eu un certain nombre d'observations et d'améliorations qui ont été proposées afin d'enrichir le texte et de l'adapter aux aspirations de la population togolaise, aspirations qui restent au cœur de la réflexion du gouvernement. Maintenant, pour aller directement sur votre question relativement au littoral, le gouvernement n'a pas attendu ce texte-là avant d'engager des actions précises sur la protection du littoral. Je voudrais vous rappeler la construction des épis, qui avait débuté depuis un moment, des actions précises en termes d'études qui étaient menées par une structure à l'université qui s'appelle le CEGIL. Donc, il y a eu un ensemble de mesures prises pour freiner cette érosion. La question de l'érosion côtière est une question générale, une question qu'on va dire qui nous concerne tous. Parce qu'elle nous concerne tous, le projet WACA, et j'en viens là-dessus, le projet WACA met en lien les pays qui ont un littoral. Notre littoral ne fait qu'une cinquantaine de kilomètres. Et parce que notre littoral n'est pas très long, nous travaillons en synergie avec des pays comme le Bénin, en termes d'études pour avancer sur ce projet-là. Vous savez, il y a eu un plan d'investissement multisectoriel qui a projeté des études pour le renforcement des épis, pour l'ensablement de la côte, et tout ceci dans le but, là aussi, de freiner l'érosion côtière. Le texte qui a été analysé en Conseil des ministres a pour objectif d'offrir ou d'améliorer le cadre juridique de ces actions qui sont menées. Vous le savez, avec la décentralisation, nous avons désormais un enchevêtrement de compétences entre le niveau national et le niveau décentralisé, le niveau communal. Cela impose de mettre en place un cadre juridique précis pour que ces travaux puissent avancer. Au total, pour vous dire que la question du littoral est une question qui est au cœur de l'agenda gouvernemental. C'est la raison pour laquelle ce texte est aujourd'hui en discussion. Et les actions qui sont déjà menées vont se poursuivre. Et dans le cadre du WACA, vous l'avez bien souligné, qui viendra en mise en œuvre à partir de l'année prochaine, l'État compte mettre toutes les mesures en place pour que ce projet puisse aboutir. Moi, c'est Olivier Adja, l'agence de presse AfriPresse et le journal Arakiri. Est-ce que le gouvernement a noté que les richesses au niveau de notre littoral n'étaient pas suffisamment mises en valeur? Et si c'est oui, qu'est-ce qui va changer concrètement? Notre littoral est une partie de notre territoire. On parle de territoire spécialisé. Et parce que notre littoral est une partie de notre territoire, mécaniquement,
notre littoral constitue une richesse. La propriété, l'emprise foncière est une richesse. Et notre littoral nous prolonge vers la mer, c'est notre accès vers la mer éventuellement. Donc, au concret, la mise en valeur du littoral consiste à programmer ou à projeter l'installation d'infrastructures collectives, à mieux gérer l'exploitation de ce littoral par les uns les autres. Je parlais tout à l'heure de l'enchevêtrement de compétences entre le niveau national et le niveau local. La mise en œuvre de la politique touristique impose de mieux gérer notre littoral. Donc, les richesses de notre littoral sont diversifiées. Et aujourd'hui, dans aucun pays, il n'est possible de laisser son littoral, on va dire, à la merci de tous. Il s'impose de poser un cadre pour que la gestion se fasse dans l'ordre, pour qu'on puisse en tirer des ressources pour le développement, là aussi au niveau local et plus haut au niveau national. Donc la gestion du littoral est un élément très important qu'il faut mettre en lien avec l'aménagement du littoral. Je suis Elamati Sobé du journal La Nouvelle Tribune. Justement parlant de cet avant-projet de loi relatif à la gestion du littoral togolais, j'aimerais bien savoir, parce que j'ai entendu tout de suite Monsieur le ministre parler de la gestion intégrée des zones côtières et de l'enchevêtrement des compétences nationales et locales. Quand vous parlez de la gestion intégrée des zones côtières, en quoi cela va-t-il consister précisément? La gestion intégrée fait appel au dialogue entre les hommes et les institutions. Le littoral, je le disais tout à l'heure, appartient autant aux locaux qu'aux nationaux. Et aujourd'hui, il ne m'est pas possible d'arriver à Agbodrafort, par exemple, et de commencer à m'installer sans passer un coup de fil au maire de la localité. Gérer le littoral de façon intégrée impose également de ne pas occulter un certain nombre de règles liées au développement durable. Donc ce sont toutes ces considérations-là qui ont pour socle le littoral, qui finalement nous emmènent vers cette gestion intégrée qui doit prendre en considération le local, je le dis encore, le national, les compétences qui sont décentralisées et les compétences qui sont nationales. Monsieur le ministre, permettez que je pose une question liée à la pandémie. Aujourd'hui, il ne passe pas un seul jour sans un décès lié à la pandémie. Ça devient inquiétant. Au Conseil des ministres, on parle de la construction des infrastructures. Est-ce que ça ne donne pas un peu raison à ces agents de la santé qui s'inquiètent depuis un certain temps et qui demandent à l'État d'agir beaucoup plus? Alors, sur la pandémie de la Covid-19, permettez-moi de rappeler que notre pays est cité en exemple en termes de gestion de la pandémie. Et notre pays est cité en exemple parce que l'axe premier de la gestion de cette crise retenu par le gouvernement togolais est un axe de prévention autour duquel on a développé de la sensibilisation sur les mesures barrières. Aujourd'hui, vous tous en face de moi, vous portez un masque. Cela témoigne de la discipline collective que le Togo a eue face à cette pandémie. Alors, il y a, comme vous le notez, un accroissement de victimes. L'État togolais a pris le parti de moderniser l'existant. L'accueil des malades de la Covid-19 ne pose pas de problème chez nous. Le CHR de Lomé commune est dimensionné pour accueillir les malades de la Covid-19. Il y a actuellement des travaux qui sont faits en termes de renforcement et d'amélioration de cette infrastructure, notamment également en termes d'équipement pour mieux accueillir les malades de la Covid-19. Mais les centres de santé qui sont construits aujourd'hui, ce sont des centres de santé qui sont appelés non pas à être des centres de santé conjoncturels, c'est-à-dire exclusivement pour accueillir des victimes de la Covid-19, mais plutôt des centres de santé structurels. L'État a pris le parti de proposer une solution de souplesse pour que, une fois la pandémie passée, ces centres de santé puissent retrouver leur chemin naturel qui est celui de l'accueil des malades classiques. Donc, pour résumer, relativement à la pandémie, le constat qui est le nôtre, c'est que nous nous sommes préparés à accueillir ou à lutter contre cette
pandémie. Les revendications dont vous parlez relativement au corps médical, je voudrais souligner que le Conseil des ministres de la semaine passée a proposé des solutions à destination du corps médical. Il y a des actes qui sont pris, notamment en matière d'assurance, relativement aux médecins, relativement aux primes. Des instructions ont été données pour que les primes soient payées. L'État continuera à apporter son concours ou son soutien aux médecins qui sont au quotidien au front dans la lutte contre la pandémie. Merci, Monsieur le ministre. Et au point 2, le Conseil a examiné le projet de décret portant attribution, composition et fonctionnement des commissions d'enquête de Komodo et Inkomodo. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ensuite, est-ce que cela aura un impact sur les conflits fonciers que nous connaissons? Alors, la commission d'enquête de Komodo et Inkomodo, pour faire simple, c'est une commission d'enquête préalable. On peut l'appeler ainsi, commission d'enquête préalable. Quelle est sa mission? La mission de la commission d'enquête préalable, c'est d'abord de réunir autour d'une table les personnes qui sont concernées par des projets d'envergure, par des projets d'expropriation ou même de lotissement. Et au sein de ces commissions, vous retrouverez systématiquement des autochtones, entre guillemets, directement impliqués dans ces projets. L'objectif qui est visé, c'est de faire en sorte qu'en amont, l'on puisse discuter des tenants et des aboutissants du projet et de l'impact que le projet peut avoir sur les communautés et sur les riverains. Au total, on peut même dire que la commission a pour objet, en amont, de régler ou d'évacuer tous les problèmes pour que le projet puisse se mettre en place. Donc, il s'agit d'une commission qui a été prévue par le Code foncier et domanial et dont le décret vient d'être adopté en Conseil des ministres et qui aura pour objet de faciliter les grands projets qui sont au cœur de l'agenda présidentiel, de faire en sorte d'anticiper le contentieux qui aurait pu naître si ce type d'enquête n'avait pas été mené. Il ne faut pas oublier que la commission d'enquête existait déjà sous une autre forme. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une régularisation qui est faite en lien avec le texte. Il y a certainement une commission sur ce projet-là, et je ne doute pas que des solutions soient trouvées pour avancer. Monsieur le ministre, vous avez également parlé ce jour en Conseil des ministres de la politique nationale de sécurité routière et que cette politique repose sur 3 niveaux de dispositifs, notamment le Conseil national de sécurité routière, le Conseil interministériel de sécurité routière et l'Office national de sécurité routière. Alors dites-nous, quel est le rôle dévolu à chacun de ces 3 organes? L'approbation de la politique de la sécurité routière fait suite à une communication qui a été donnée au Conseil des ministres de la semaine dernière. Vous l'avez bien noté, nous perdons beaucoup trop de nos concitoyens dans les accidents de la circulation. Alors, la politique nationale de la sécurité routière est une politique qui est construite autour de 5 piliers. Les infrastructures, le management d'abord, c'est-à-dire la gestion, les infrastructures, les personnes et les secours. Sur le management, et aujourd'hui, la phase d'urgence porte sur la mise en place des institutions qui vont gérer, on va dire, cette politique. Vous m'avez parlé de la commission interministérielle. Cette commission a pour objectif de réunir tous les ministres impliqués dans la gestion de la sécurité routière. On peut citer assez rapidement le ministre de la Santé, le ministre des Transports, le ministre des Infrastructures. Donc, à un niveau élevé, il y aura l'organisation de cette politique. Le deuxième organe, c'est l'Office. Alors, l'Office va intervenir à un niveau intermédiaire pour mettre en œuvre les actions prioritaires, les actions précises dans le cadre de la mise en place de cette politique. Et le troisième organe, c'est le Conseil national de sécurité, qui est un conseil beaucoup plus inclusif, qui va intégrer désormais tous les acteurs de la route, afin que les décisions qui sont prises soient des décisions participatives et qu'elles soient le plus efficaces possible, parce que l'objectif qui est visé, c'est l'effectivité des actions qui seront proposées.
Et pour cela, le cadre du Conseil national permet aux différents acteurs impliqués jusqu'à la base de pouvoir intervenir. On parle de mois de consommation locale. Quelle sera la propension que ce mois de consommation locale prendra dans les années à venir? Alors, sur le mois du consommé local, vous savez, on est surpris pour nous autres de voir que cela apparaît comme une nouveauté. En réalité, le Togo avait déjà une politique de consommer local. Le slogan, c'était « consommer produits togolais ». Et ce slogan-là insistait, comme le fait d'ailleurs aujourd'hui le principe du consommer local, sur la mise en valeur de nos produits locaux, de nos différents talents locaux, l'art culinaire par exemple, l'art vestimentaire. Donc pour vous dire qu'il y avait déjà une telle politique chez nous. Aujourd'hui, il est vrai que l'UEMOA instaure un mois du consommé local et que nous reprenons cela à notre compte dans notre pays. Il a été dit, les retours sur le mois du consommé local ont été extrêmement positifs, notamment au sein de la communauté d'entrepreneurs, parce que ceux-ci ont identifié les éléments forces que le gouvernement met en place pour que leur activité puisse prospérer, mais aussi auprès des consommateurs qui ont découvert un certain nombre de richesses dont regorge notre pays et qui ne sont pas valorisées. Et je voudrais vous dire que le chef de l'État est particulièrement sensible à la question du consommé local. Il n'y a pas d'obligation ferme en termes de tenue. Si vous étiez avec nous depuis ce matin, vous auriez vu que certains de nos collègues étaient en tenue traditionnelle. Mais il me semble qu'il faut aussi insister sur un élément, et c'est un des axes d'évolution qui sont proposés par le ministre du Commerce, c'est la définition même du consommé local pour que nous ne nous trompions pas d'analyse. Qu'est-ce que nous entendons par consommer local? Qu'est-ce qui est local? Donc, il y a un travail conceptuel à réaliser là-dessus pour que nous soyons tous au même niveau d'information et que nous ne développions pas des controverses inutiles. Et ce communiqué pour terminer cette édition. Suite à l'apparition de la grippe aviaire due à une nouvelle souche du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène H5N8 en début du mois de novembre 2020, en Allemagne, Irlande, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni et Russie, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, président du comité interministériel de prévention et de lutte contre la grippe aviaire au Togo, porte à la connaissance des populations ce qui suit. L'importation des volailles vivantes et de leurs produits dérivés, ainsi que les aliments pour volailles en provenance des pays infectés est strictement interdite sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre, conformément au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale OIE, et à la loi numéro 99-002 du 12 février 1999 relative à la police sanitaire des animaux sur le territoire de la République togolaise. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural compte sur le civisme de toute la population en général, des aviculteurs et provendiers en particulier, au strict respect des mesures de biosécurité, surtout au niveau des frontières, marchés de volailles et dans les élevages. Tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de l'élevage, Antoine Lekpa Gbegbeni. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition, quelque peu longue, actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.